Aïssatou, mon ami, je t'ennuie peut-être à te relater ce que tu sais déjà. Je n'ai jamais autant observé, parce que n'ayant jamais été autant concernée. La réunion familiale, tenue dans mon salon ce matin, est enfin terminée. Tu devines aisément les présents. Dame Belle-Mère, son frère Binetou, encore amaigri, le vieux Tamsir, frère de Modou, et l'imam de la mosquée de son quartier, Maoudoba, ma fille, et son mari Abdou. Le miras, ordonné par le Coran, nécessite le dépouillement d'un individu mort de ses secrets les plus intimes. Il livre ainsi à autrui ce qui fut soigneusement dissimulé. Des découvertes expliquent crûment une conduite. Je mesure avec effroi l'ampleur de la trahison de Modou. L'abandon de sa première famille, mes enfants et moi, était conforme à un nouveau choix de vie. Il nous rejetait. Il orientait son avenir sans tenir compte de notre existence. Sa promotion au rang de conseiller technique au ministère de la fonction publique, en échange de laquelle il avait endigué la révolte syndicale, disent les mauvaises langues, n'a rien pu contre la marée enlisante des dépenses où il se débattait. Mort sans un sou d'économie. Des reconnaissances de dettes, une pile. Vendeur de tissus et d'or, commerçant livreur de denrées, boucher, traite de voitures. Adosse-toi. Le clou du dépouillement. La provenance de la villa Sicap, grand standing, 4 chambres à coucher, 2 salles de bain, rose et bleu, vaste salon, appartement de 3 pièces, construit à ses frais, au fond de la 2e cour pour Dame Belle-Mère. Et des meubles de France pour sa nouvelle femme, et des meubles d'ébénistes locaux pour Dame Belle-Mère. Ce logement et son chic contenu ont été acquis grâce à un prêt bancaire consenti sur une hypothèque de la villa Falaine, où j'habite. Cette villa, dont le titre foncier porte son nom, n'en est pas moins un bien commun acquis sur nos économies. Quelle audace dans l'escalade! Il continuait d'ailleurs à verser mensuellement à la SICAP 75 000 francs. Ces versements devaient durer une dizaine d'années pour que la maison lui appartienne. 4 millions empruntés avec facilité, vu sa situation privilégiée, et qui avait permis d'envoyer Dame Belle-Mère et son époux acquérir les titres de Hadja et de El Hadj à la Mecque, qui permettait également les changements continuels des Alfa Romeo de Binetou à la moindre bosse. Maintenant, je saisis l'horrible signification de l'abandon par Modou du compte bancaire qui nous était commun. Il voulait s'isoler financièrement pour avoir les coudées franches. Et puis, ayant retiré Binetou du circuit scolaire, il lui versait une allocation mensuelle de 50 000 francs, comme un salaire dû. La petite, très douée, voulait continuer ses études, passer son baccalauréat. Modou, malin, pour asseoir son règne, entendait la soustraire au monde critique et impitoyable des jeunes. Il acquiesça donc à toutes les conditions de la rapace Dame Belle-Mère et avait même signé un papier où il s'engageait à verser tous les mois la dite somme. Dame Belle-Mère brandissait ce papier car elle croyait ferme que ces versements devaient continuer, même à la mort de Modou, sur l'héritage. Ma fille d'Abba, elle, brandissait un constat d'huissier daté du jour de la mort même de son père, qui indiquait tout le contenu de la villa Sicap. La liste fournie par Dame Belle-Mère et Binetou ne mentionnait pas certains objets et meubles mystérieusement disparus ou frauduleusement soustraits. Tu me connais excessivement sentimentale. Ce qu'on exhibait de part et d'autre ne me plaisait pas du tout. Je t'ai quitté hier en te laissant stupéfaite sans doute par mes révélations. Il est vrai que j'avais gardé un silence obstiné sur ma vie présente, mais comment te parler de mon humiliation? Comment t'avouer que moi, la femme de Modou Fall, je vivais seule avec mes enfants, abandonnée depuis des années? Je voulais préserver la dignité de mon foyer, garder intacte l'image que tu avais de mon ménage. Tu as connu Modou à son meilleur, travailleur, généreux, fidèle, un époux attentif et respectueux. Tu ne pouvais deviner sa lente dérive vers le déséquilibre moral. Son goût du luxe s'était accru au fur et à mesure que montait sa situation sociale. À mesure qu'il s'enrichissait, il s'éloignait de nous. Le salaire augmentait, les dettes aussi, car ses dépenses devenaient extravagantes. Modou voulait plaire, briller, s'imposer. C'est à cette époque qu'il s'attacha à la famille de sa collègue de bureau, la fameuse Binetou, dont tu as entendu parler. Je t'avais raconté à la naissance de sa fille les éloges que Modou faisait d'elle, sans que je soupçonne l'arrière-pensée. La mère, cette fameuse Dame Belle-Mère,
flairant la bonne affaire, se montra habile. Elle sut profiter du moindre geste, du moindre sourire de mon mari. Elle l'enveloppa d'une tendresse calculée, le flatta dans son amour-propre et sut entretenir la vanité masculine. Peu à peu, elle réussit à l'éloigner de nous. Quand il annonça son intention de prendre Binettou comme seconde épouse, ce fut pour moi un choc foudroyant. Il n'y eut ni explication, ni discussion. J'appris la nouvelle par la rumeur, puis par la bouche d'une amie. Et le lendemain, il ne rentra plus à la maison. Les enfants, bouleversés, ne comprenaient pas. J'ai dû trouver des mots pour apaiser leur douleur sans salir l'image de leur père. Il fallait préserver le respect. Je ne voulais pas qu'ils grandissent dans la haine. Les premières années furent terribles. Je me retrouvais seule à affronter les charges de la maison, les dépenses de scolarité, la maladie des plus jeunes. Mes maigres économies que j'avais patiemment amassées fondaient comme neige au soleil. Je repris alors mon travail avec courage. L'enseignement m'offrait un refuge, un sens à ma vie. Chaque matin devant mes élèves, j'oubliais un peu ma peine. Je retrouvais le goût de servir, de transmettre. C'était ma force. Je refusais les propositions de remariage, non par orgueil, mais par lassitude. Je ne voulais plus revivre la dépendance. J'avais goûté à la trahison et à la solitude imposée. Il me fallait apprendre à vivre pour moi-même, à exister en dehors d'un homme. Aujourd'hui, en relisant ta dernière lettre, je comprends mieux le courage qu'il t'a fallu pour t'exiler. Tu as refusé de plier sous le poids des traditions et des regards. Tu as voulu te reconstruire, loin des contraintes, loin des jugements. Ton départ m'avait bouleversée. Je ne comprenais pas ton choix de quitter ton mari Maudo, si dévoué, si attaché à toi. Je t'avais même blâmé, te rappelant que la religion permet la polygamie. Je croyais naïvement qu'il fallait tout supporter par devoir, par fidélité. Mais aujourd'hui, je saisis toute la noblesse de ton geste. Tu as refusé la complicité silencieuse. Tu as choisi la liberté, même au prix de la solitude. Tu as préféré l'intégrité au compromis. Je t'admire, Aïssatou. Ton exemple m'éclaire dans ma propre épreuve. Comme toi, j'ai connu la trahison d'un mari emporté par le désir d'une jeunesse éphémère. Comme toi, j'ai goûté au déchirement d'un amour bafoué. Nos routes, quoique différentes, se rejoignent dans la même quête de dignité. Tu as reconstruit ta vie dans le travail et le respect de toi-même. Tes succès me réchauffent le cœur. Tu es devenue un modèle de femme africaine moderne, instruite, indépendante, consciente de sa valeur. Moi aussi, à ma manière, je continue le combat. J'ai appris à aimer autrement, mes enfants, mes élèves, ma liberté retrouvée. J'ai cessé de me plaindre. Je me suis juré de ne plus jamais dépendre d'un homme pour exister. La solitude n'est plus un fardeau, mais une compagne silencieuse. Elle m'enseigne la patience, la lucidité. Elle me rappelle que le bonheur ne vient pas toujours des autres, mais de la paix qu'on trouve en soi. Je revois souvent Modou dans mes rêves. Il me parle, parfois avec tendresse, parfois avec reproche. Je ne le hais pas. Sa mort a effacé la rancune. Il reste le père de mes enfants, et le souvenir de nos beaux débuts demeure malgré tout intact. Daba me ressemble. Elle est forte et décidée. Elle a hérité de ma détermination et de ma sensibilité. Je la regarde grandir, et chaque jour, je découvre en elle un peu plus de Modou et un peu plus de moi. Elle est le pont entre mon passé douloureux et mon présent apaisé. Je veille sur elle avec un mélange de rigueur et de tendresse. Je veux qu'elle sache se défendre, qu'elle sache choisir, qu'elle sache aimer sans se perdre. La vie ne sera pas tendre avec elle, je le sais déjà, mais je lui transmets le courage que j'ai appris à puiser en moi-même. Binettou, elle, est le reflet de ses propres choix et de l'ambition que son père a voulu lui inculquer. Je l'observe, parfois avec étonnement, parfois avec inquiétude. Elle est intelligente, vive et déjà consciente de son charme. Mais son monde est autre, façonné par la faveur de son père et les privilèges qu'il lui a légués. La villa Sicap, les voitures, les voyages, tout cela pour elle n'est que le décor d'une vie qu'elle n'a pas encore pleinement comprise. Et moi, spectatrice impuissante, je mesure l'étendue des inégalités et des injustices que l'on peut transmettre, même sans malveillance. Dans cette maison familiale, les souvenirs de Modou se mêlent aux rancunes et aux espoirs.
Chaque objet, chaque meuble, chaque détail raconte une histoire de pouvoir, de secret et de trahison. Et moi, je cherche à démêler le vrai du faux, à protéger mes enfants et à préserver ce qui reste de dignité dans notre existence. Malgré la colère, malgré la douleur, malgré l'injustice, je continue à avancer. La vie m'a appris que la résilience est la seule arme qui permet de traverser les tempêtes sans perdre son âme. Et chaque jour, je me rappelle que la vraie richesse ne se mesure pas en biens matériels, mais en amour, en loyauté et en sagesse. Tu te souviens de ce matin à Pontiville, cité des Normaliens, à Sébikotane? Pontiville, c'était encore la campagne, verte, sous la douche des dernières pluies. Une fête de la jeunesse en pleine nature, des mélodies de banjo dans des dortoirs transformés en pistes de danse, des causeries le long des allées de géranium ou sous les manguiers touffus. Modou Fall, à l'instant où tu t'inclinais devant moi pour m'inviter à danser, je sus que tu étais celui que j'attendais. Grand, athlétiquement bâti, teint ambré dû à ta lointaine appartenance mauresque, virilité et finesse des traits harmonieusement conjugués, mais surtout tendre. Tu savais deviner toute pensée, tout désir. Tu savais beaucoup de choses indéfinissables qui t'auréolaient et scellaient nos relations. Quand nous dansions, ton front déjà dégarni à cette époque se penchait sur le mien. Le même sourire heureux éclairait nos visages. La pression de ta main devenait plus tendre, plus possessive. Tout en moi acquiesçait, et nos relations durèrent à travers les années scolaires et les vacances, fortifiées en moi par la découverte de ton intelligence fine, de ta sensibilité enveloppante, de ta serviabilité, de ton ambition qui n'admettait point la médiocrité. Cette ambition t'a conduit à ta sortie de l'école, à la préparation solitaire de tes 2 baccalauréats. Puis, tu partis en France, y vécus, selon tes lettres, en reclus, accordant peu d'importance au cadre étincelant qui gênait ton regard, mais embrassant le sens profond d'une histoire qui fit des prodiges et d'une immense culture qui te submergeait. Le teint laiteux des femmes ne te retint pas. Toujours, selon tes lettres, ce que la femme blanche possède de plus que la négresse, sur le plan strictement physique, est la variété dans la couleur, l'abondance, la longueur et la souplesse de la chevelure. Il y a aussi le regard qui peut être bleu, vert, souvent couleur de miel neuf. Tu te lamentais aussi de la morosité des cieux où ne se balance nulle coiffe de cocotier. Te manquait le dandinement des négresses le long des trottoirs, cette lenteur gracieuse propre à l'Afrique qui charme tes yeux. Tu avais mal jusqu'aux entrailles du rythme intense des gens et de l'engourdissement du froid. Tu concluais en te disant arc-bouté aux études, en dévidant des tendresses et en me rassurant. C'est toi que je porte en moi. Tu es ma négresse protectrice. Vite, te retrouver rien que pour une pression de main qui me fera oublier faim, soif et solitude. Et tu revins triomphant, licencié en droit. À la parade de l'avocat, malgré ta voix et tes dons d'orateur, tu préféras un travail obscur, moins rémunéré, mais constructif pour ton pays. Tes prouesses ne s'arrêtèrent pas là. L'introduction dans notre cercle de ton ami Maudoba changea la vie de ma meilleure amie, Aïssatou. Je ne ris plus des réticences de ma mère à ton égard, car une mère sent d'instinct où se trouve le bonheur de son enfant. Je ne ris plus en pensant qu'elle te trouvait trop beau, trop poli, trop parfait pour un homme. Elle parlait souvent de la séparation voyante de tes 2 premières incisives supérieures, signe de primauté de la sensualité en l'individu. Qu'en a-t-elle pas fait dès lors pour nous séparer? Et toi, elle ne voyait que l'éternel complet kaki, l'uniforme de ton école. De toi, elle ne retenait que les visites trop longues. Tu étais oisif, disait-elle, donc plein de temps à gaspiller. Et ce temps, tu l'employais à farcir ma tête au détriment de jeunes gens plus intéressants. Car, première pionnière de la promotion de la femme africaine, nous étions peu nombreuses. Des hommes nous taxaient d'écervelés. D'autres nous désignaient comme des diablesses, mais beaucoup voulaient nous posséder. Combien de rêves avions-nous alimentés désespérément qui auraient pu se concrétiser en bonheur durable et que nous avons déçus pour en embrasser d'autres qui ont piteusement éclaté comme bulles de savon, nous laissant la main vide.
Aïssatou, je n'oublierai jamais la femme blanche qui, la première, a voulu pour nous un destin hors du commun. Notre école, revoyons-la ensemble. Verte, rose, bleue, jaune, véritable arc-en-ciel. Verte, bleue et jaune, couleur des fleurs qui envahissaient la cour. Rose, couleur des dortoirs au lit impeccablement dressés. Notre école, entendons vibrer ses murs de notre fougue à l'étude. Revivons la griserie de son atmosphère. Les nuits, alors que retentissait pleine d'espérance la chanson du soir, notre prière commune. Le recrutement, qui se faisait par voie de concours à l'échelle de l'ancienne Afrique occidentale française, démantelée aujourd'hui en République autonome, permettait un brassage fructueux d'intelligence, de caractère, de mœurs et coutumes différents. Rien n'y distinguait, si ce n'était des traits spécifiquement raciaux, la Fon du Dahomey et la Malinké de Guinée. Des amitiés s'y nouaient qui ont résisté au temps et à l'éloignement. Nous étions de véritables sœurs destinées à la même mission émancipatrice. Sortir de l'enlisement des traditions, superstitions et mœurs. Nous faire apprécier de multiples civilisations sans reniement de la nôtre. Élever notre vision du monde, cultiver notre personnalité, renforcer nos qualités, mater nos défauts. Faire fructifier en nous les valeurs de la morale universelle. Voilà la tâche que s'était assignée l'admirable directrice. Le mot « aimer » avait une résonance particulière en elle. Elle nous aima sans paternalisme, avec nos tresses debout ou pliées, avec nos camisoles, nos pagnes. Elle sut découvrir et apprécier nos qualités. Comme je pense à elle, si son souvenir résiste victorieusement à l'ingratitude du temps, à présent que les fleurs n'encensent plus aussi puissamment qu'autrefois, que le mûrissement et la réflexion dégarnissent les rêves du merveilleux, c'est que la voie choisie pour notre formation et notre épanouissement ne fut point hasard. Elle concorde avec les options profondes de l'Afrique nouvelle pour promouvoir la femme noire. Libérée donc des tabous qui frustrent, apte à l'analyse, pourquoi devrais-je suivre l'index de ma mère pointé sur Daouda Dieng, célibataire encore, mais trop mûr pour mes 18 hivernages? Exerçant la profession de médecin africain à la polyclinique, il était nanti et savait en tirer profit. Sa villa, juchée sur un rocher de la Corniche, face à la mer, était le lieu de rencontre de l'élite jeune. Rien n'y manquait, depuis le réfrigérateur où attendaient des boissons agréables, jusqu'au phonographe, qui distillait tantôt de la musique langoureuse, tantôt des airs endiablés. Daouda Dieng savait aussi forcer les cœurs. Cadeau utile pour ma mère, allant du sac de riz, appréciable en cette période de pénurie de guerre, jusqu'au don futile pour moi, enveloppé avec préciosité dans du papier enrubanné. Mais je préférais l'homme à l'éternel complet kaki. Notre mariage se fit sans dot, sans faste, sous les regards désapprobateurs de mon père, devant l'indignation douloureuse de ma mère frustrée, sous les sarcasmes de mes sœurs surprises, dans notre ville muette d'étonnement. Puis, ce fut ton mariage avec Maodo Ba, fraîchement sorti de l'école africaine de médecine et de pharmacie. Un mariage controversé. J'entends encore les rumeurs coléreuses de la ville. Quoi, un tout couleur qui convole avec une bijoutière? Jamais il n'amassera argent. La mère de Maodo est une Dufenne, Guélewar du Sine. Qu'elle soufflait pour elle devant ses anciennes coépouses. Le père de Maodo était mort. À vouloir coûte que coûte épouser une courte robe, voilà sur quoi l'on tombe. L'école transforme nos filles en diablesses qui détournent les hommes du droit chemin. Et j'en passe. Mais Maodo fut ferme. Le mariage est une chose personnelle, ripostait-il à qui voulait l'entendre. Il souligna son adhésion totale au choix de sa vie en rendant visite à ton père, non à son domicile, mais à son lieu de travail. Il revenait de ses randonnées comme illuminé, heureux d'avoir tranché dans le bon sens, exultait-il. Il parlait de ton père comme créateur. Il admirait cet homme, affaibli par les doses quotidiennes d'oxyde de carbone, avalé depuis le temps qu'il évoluait dans l'âcreté des fumées poussiéreuses. L'or est sa chose qu'il fond, coule, tord, aplatit, affine, cisèle. Il faut le voir, ajoutait Maodo. Il faut le voir souffler la flamme. Ses joues se gonflaient de la vie de ses poumons. Cette vie animait la flamme, tantôt rouge, tantôt bleue, qui s'élevait ou se courbait, faiblissait ou s'intensifiait selon sa volonté et le besoin de l'œuvre. Et les paillettes d'or dans les gerbes d'étincelles rouges et le chant rude des apprentis qui scandaient les coups de marteau chez les uns
et la pression des mains sur les soufflets chez les autres faisaient se retourner les passants. Ton père, Aïssatou, connaissait l'ensemble des rites qui protègent le travail de l'or, métal des djinns. Chaque métier a son code que seuls des initiés possèdent et que l'on se confie de père en fils. Tes grands frères, dès leur sortie de la case des circoncis, ont pénétré cet univers particulier qui fournit le mille nourricier de la concession. Mais tes jeunes frères, leurs pas ont été dirigés vers l'école des Blancs. L'ascension est laborieuse, sur le rude versant du savoir, à l'école des Blancs. Le jardin d'enfants reste un luxe que seuls les nantis offrent à leurs petits. Pourtant, il est nécessaire, lui qui aiguise et canalise l'attention et les sens du bambin. L'école primaire, si elle prolifère, son accès n'en demeure pas moins difficile. Elle laisse à la rue un nombre impressionnant d'enfants, faute de place. Entrer au lycée ne sauve pas l'élève aux prises à cet âge, avec l'affermissement de sa personnalité, l'éclatement de sa puberté et la découverte des traquenards qui en ont, drogue, vagabondage, sensualité. L'université aussi a ses rejets exorbitants et désespérés. Que feront ceux qui ne réussissent pas? L'apprentissage du métier traditionnel apparaît dégradant à celui qui a un mince savoir livresque. On rêve d'être commis, on honnit la truelle. La cohorte des sans-métiers grossit les rangs des délinquants. Fallait-il nous réjouir de la désertion des forges, ateliers, cordonneries? Fallait-il nous en réjouir sans ombrage? Ne commencions-nous pas à assister à la disparition d'une élite de travailleurs manuels traditionnels? Éternelles interrogations de nos éternels débats. Nous étions tous d'accord qu'il fallait bien des craquements pour asseoir la modernité dans les traditions. Écartelés entre le passé et le présent, nous déplorions les suintements qui ne manqueraient pas. Nous dénombrions les pertes possibles. Mais nous sentions que plus rien ne serait comme avant. Nous étions pleins de nostalgie, mais résolument progressistes. Maudo te hissa à sa hauteur, lui, fils de princesse, toi, enfant des forges. Le reniement de sa mère ne l'effrayait pas. Nos existences se côtoyaient. Nous connaissions les bouderies et les réconciliations de la vie conjugale. Nous subissions différemment les contraintes sociales et la pesanteur des mœurs. J'aimais Modou. Je composais avec les siens. Je tolérais ses sœurs, qui désertaient trop souvent leur foyer pour encombrer le mien. Elles se laissaient nourrir et choyer. Elles regardaient sans réagir leurs enfants danser sur mes fauteuils. Je tolérais les crachats glissés adroitement sous mes tapis. Sa mère passait et repassait, au gré de ses courses, toujours flanquée d'amies différentes, pour leur montrer la réussite sociale de son fils et surtout leur faire toucher du doigt sa suprématie dans cette belle maison qu'elle n'habitait pas. Je la recevais avec tous les égards dus à une reine et elle s'en retournait, comblée, surtout si sa main emprisonnait le billet de banque que j'y plaçais adroitement. Mais à peine sortie de la maison, elle pensait à la nouvelle vague d'amis qu'elle devait prochainement épater. Le père de Modou était plus compréhensif. Il nous visitait le plus souvent sans s'asseoir. Il acceptait un verre d'eau fraîche et s'en allait après avoir renouvelé ses prières de protection pour la maison. Je savais sourire aux uns et aux autres et acceptais de perdre un temps utile en futiles palabres. Mes belles-sœurs me croyaient soustraite aux corvées ménagères. « Avec tes deux bonnes, insistait-elle. Allez leur expliquer qu'une femme qui travaille n'en est pas moins responsable de son foyer. Allez leur expliquer que rien ne va si vous ne descendez pas dans l'arène, que vous avez tout à vérifier, souvent tout à reprendre. Ménage, cuisine, repassage. Vous avez les enfants à débarbouiller, le mari à soigner. La femme qui travaille a des charges doubles aussi écrasantes les unes que les autres, qu'elle essaie de concilier. Comment les concilier? Là réside tout un savoir-faire qui différencie les foyers. Certaines de mes belles-sœurs n'enviaient guère ma façon de vivre. Elles me voyaient me démener à la maison après le dur travail de l'école. Elles appréciaient leur confort, leur tranquillité d'esprit, leurs moments de loisir et se laissaient entretenir par leurs maris que les charges écrasaient. D'autres, limitées dans leurs réflexions, enviaient mon confort et mon pouvoir d'achat. Elles s'extasiaient devant les nombreux trucs de ma maison. Fourneau à gaz, moulin à légumes, pince à sucre. Elles oubliaient la source de cette aisance,
Debout la première, couchée la dernière, toujours en train de travailler.